Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, on va regarder ensemble dans un instant un nouvel épisode de la série La famille tout écran, créée par notre partenaire le Clémy. Il donne des éclairages et des conseils pratiques à tous les parents quant à l'utilisation du numérique au sein des familles. On regarde ça dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, c'est Alexandra Devillers qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Alexandra. Bonjour Philippine. De quoi on va parler avec vous aujourd'hui? Des écoles de commerce post-bac. Eh bien justement, on voit ça aussi dans un instant. Et puis juste avant, c'est notre question du jour. Comment donner à nos enfants les compétences financières qui leur seront nécessaires tout au long de leur vie? Comment aussi les préparer à gérer leur argent, à investir dans leur avenir et à économiser? Le magazine Julie et le média Vive ont réalisé avec l'Institut CSA une enquête exclusive sur ce thème, justement, le thème de l'argent chez les enfants. Et on va en parler avec Valérie Lyon. Bonjour Valérie. Bonjour. Vous êtes la rédactrice en chef de Vive Média, dont vous allez nous parler dans un instant. Mais d'abord, focus. Ça s'appelle la famille tout écran. Pour sensibiliser enfants et parents à l'utilisation des écrans au sein des familles, le Clémy nous propose un nouvel épisode de cette série qui invite à un usage maîtrisé du numérique. On regarde justement un épisode juste après ça. Tu savais qu'hier, ils ont participé à un concours? Ah, lequel? Un concours sur Internet pour élire la plus belle photo de gâteau fait en famille. Allez, on se bouge là, on s'agite là, on reste pas en place. On se focalise sur l'objectif. Et un objectif, ça se fixe et ça s'atteint. Papa, il a toujours été comme ça. C'était pire à notre mariage. Appliquez-vous sur le glaçage, là, il faut que ça brille. Moi. Je veux du merveilleux, je veux qu'on leur donne envie de le dévorer. Quand est-ce qu'on mange chez Gâteau? Pas tout de suite ma chérie, il est pas encore tout à fait prêt. Bon allez, on se remotive, c'est la dernière ligne droite avant la photo. Tu peux prendre les copeaux de chocolat. Attention, ça glisse. Y a pas assez de décoration là. Dépêchez-vous. Rajoute des cœurs en sucre. Ah, là c'est parfait pour la photo. Attention. Tu veux voir la photo? Carrément! Oh, passe-la moi en Wi-Fi. Le pire, c'est qu'ils ont gagné. Voilà, on m'accuse souvent de plein de choses, mais ce n'est pas de ma faute si on ne m'utilise pas bien. Je peux être un très bon moyen de passer de super moments en famille. Je peux vous apprendre plein de choses. Il faut juste savoir m'éteindre ou me mettre en veille quand il le faut. Allez, maintenant on attaque le concours du plus beau jardin. Comment les parents parlent-ils d'argent avec leurs adolescents? Filles et garçons sont-ils autant incités à prendre conscience de la valeur de l'argent? On voit ça justement en détail et on va tenter de vous donner quelques conseils pratiques pour aider les plus jeunes à développer des compétences financières saines pour leur vie d'adulte. Et ce, dès le plus jeune âge. On en parle dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, à nos côtés pour en parler, Valérie Lyon, rédactrice en chef de Vive Média. Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement ce que c'est que Vive, un média au service de l'épanouissement économique des femmes, c'est ça? Oui, tout à fait. Vive Média, c'est un média que nous avons lancé il y a 2 ans maintenant chez Bayard. C'était en octobre 2021. C'est un média au service de l'indépendance économique et financière des femmes. L'idée, c'est d'accompagner les femmes vers cette indépendance économique et financière parce qu'il ne suffit pas de travailler pour être indépendant économiquement et financièrement. Encore faut-il savoir combien on est payé, ce qu'on fait de ces revenus, à quoi on les destine, est-ce qu'on est capable d'épargner, d'investir et de préparer le futur? Vaste question, effectivement. Bon, et puis vous êtes là aussi pour nous parler, Valérie Lyon, de cette enquête que vous avez menée avec le média Julie sur l'argent chez les enfants. Première question peut-être pour commencer, les parents se sentent-ils libres aujourd'hui dans les familles de parler d'argent avec les enfants? Alors c'est une question très intéressante parce qu'effectivement on a mené ce sondage avec l'Institut CSA et en partenariat avec le magazine Julie qui s'adresse aux adolescents de 10-14 ans et qui fait aussi partie du groupe Bayard. Et on s'est intéressé à l'argent de poche, mais pas seulement. On s'est demandé comment est-ce qu'on parle d'argent dans les familles. Donc on a interrogé à peu près 800 parents qui représentent au total 1 millier d'adolescents. Et c'est intéressant parce que quand on pose la question aux parents, est-ce que vous parlez librement d'argent en famille? Ils nous disent oui, à 98%, ils se sentent très libres de parler
d'argent en famille. Quand on rentre un petit peu dans le détail, on leur demande mais de quel sujet vous parlez? Alors le premier sujet qui vient, c'est le prix des produits alimentaires. Alors évidemment, on est dans un contexte d'inflation sévère, donc on comprend évidemment cette réponse. La deuxième réponse, c'est les dépenses pour les enfants, en fait, ce qu'on leur achète. Ensuite, un peu le budget de la famille, etc. Donc on voit qu'on parle du prix des choses, en fait, de ce qu'on dépense. En revanche, si on creuse un peu plus loin encore, si on leur demande, par exemple, est-ce que vous parlez de votre salaire avec vos enfants? Eh bien alors là, ça s'effondre. Seulement 29% des parents nous disent évoquer leur salaire avec les enfants. Et là, nous, on s'interroge parce qu'on se dit, parler d'argent, faire de l'éducation financière, c'est évidemment parler de comment on dépense l'argent, mais avant de le dépenser, il faut qu'il vienne de quelque chose. Comment on gagne l'argent et combien on gagne? La question du salaire. Alors, ils sont un peu plus nombreux à parler de la question des salaires en général, c'est-à-dire les métiers mieux payés, moins bien payés, etc. Enfin, c'est quand même moins de la moitié des parents, hein, mais c'est dans les 40 et quelques pourcents. D'accord. Mais seulement 29% parlent de leur salaire avec leurs enfants. Donc nous, notre diagnostic, c'est que le tabou de l'argent, il est encore très présent en fait dans les familles. Et puis il y a un autre sujet aussi qui est bien montré par votre étude, c'est la disparité entre les genres. Les femmes citent davantage le prix des produits alimentaires, par exemple, ou le budget du foyer, tandis que les hommes abordent plus le sujet de l'argent de poche. Est-ce qu'il est là aussi le problème? Alors en fait, ça renvoie à un sujet qu'on a traité. On fait aussi, nous, tous les ans chez Vive, un baromètre avec l'IFOP sur le rapport des femmes à l'argent. D'accord. Donc on a déjà fait 2 éditions de ce baromètre où on interroge des femmes mais aussi des hommes pour comparer le comportement à l'argent. Et on a constaté à travers ce baromètre que quand les femmes sont en couple, dans 70% des cas, ce sont elles qui gèrent le budget du ménage. Donc, pas étonnant à ce que les femmes disent qu'elles parlent davantage du prix des produits alimentaires que de l'argent de poche ou d'autres choses. Même si c'est vrai qu'elles en parlent moins que les hommes, hein, d'après notre étude, mais elles en parlent quand même beaucoup. Et si on regarde à l'initiative de qui l'argent de poche est mis en place dans une famille pour les enfants, c'est majoritairement à l'initiative des 2 parents, quand même. Voilà. Parce qu'on voit aussi dans votre étude, il y a une disparité entre les montants d'argent de poche qui sont reçus par les filles ou par les garçons. Parce que si 50% des enfants âgés, vous l'avez dit, entre 10 et 15 ans, reçoivent de l'argent de poche de la part de leurs parents, les garçons touchent plus d'argent de poche que les filles, c'est ça? C'est ça. Alors, il y a 2 chiffres qui nous ont vraiment frappés. C'est que, d'abord, les garçons ont tendance à toucher de l'argent de poche plus tôt que les filles. C'est-à-dire, on a effectivement interrogé des parents d'enfants, d'adolescents de 10 à 15 ans, mais sur la tranche des 10-12 ans, vous avez déjà 48% des garçons qui ont de l'argent de poche contre seulement 40% des filles. Donc, d'abord, les garçons en reçoivent plus tôt. Et puis, effectivement, tendanciellement, ils en reçoivent plus, puisque, en moyenne, alors, l'étude montre que généralement, l'argent, il est donné mensuellement, hein, plutôt, c'est ça le comportement majoritaire. D'accord. Eh bien, les filles reçoivent 38 € en moyenne par mois, alors que les garçons reçoivent 44. On est sur une moyenne de 42 € pour tous les ados. Donc, il y a une différence de l'âge à partir duquel on commence et du montant. Comment ça s'explique, ça? Alors ça, c'est évidemment la vaste question. Alors, on a un élément de réponse dans notre étude, parce qu'on a aussi demandé aux parents les contreparties attendues à l'argent de poche. Parce qu'on en parlera peut-être tout à l'heure, oui. Mais un élément frappant, c'est que en fait, les parents sont nombreux à demander des contreparties à cet argent de poche, en fait. Donc, on a listé un certain nombre de contreparties. Et ce que nous avons découvert dans l'étude, c'est que quand dans les fratries, dans les familles, il n'y a que des filles, on demande plus souvent en contrepartie de ranger la chambre. D'accord ? Quand dans les fratries où il n'y a que des garçons, là, on va demander plus souvent des services du type laver la voiture, tondre la pelouse. Donc, j'en viens à votre question. Ce qu'on peut peut-être se dire, c'est que la contrepartie demandée aux filles et aux garçons n'est inconsciemment pas valorisée de la même façon par les parents, qui vont davantage valoriser le fait de laver une voiture ou de tondre une pelouse que de ranger sa chambre. Qui sont des actions qui sont genrées aussi. Et qui sont des actions genrées, c'est-à-dire qu'on en vient à ces fameux stéréotypes on les a tous inconsciemment, hein. Cette division genrée des tâches. Donc d'abord la division genrée des tâches, c'est plutôt la fille qui arrange la chambre et c'est plutôt le garçon qui tond la pelouse. Mais au-delà de la division genrée des tâches, c'est aussi une valorisation de ces tâches qui n'est pas la même. On valorise moins les tâches effectuées par les filles,
que les tâches effectuées par les garçons. Double peine pour les filles, alors, Exactement. selon votre étude. Bon, Alexandra, vous êtes notre chroniqueuse du jour, je voulais vous faire réagir. À quel âge vous avez commencé à parler d'argent à vos enfants ? Très tôt, Très tôt, oui. Moi, en tant que professeur d'économie, ça faisait partie du quotidien de la maison. Et alors, moi, j'ai 2 garçons, 2 filles, c'est les mêmes montants, hein, mais c'est une question d'âge. À quel âge, justement, vous avez, dans votre étude, remarqué que les parents commençaient à parler d'argent Alors, les parents, majoritairement, commencent à donner de l'argent à partir de 10 ans. Mais c'est vrai, quand on interroge les experts, les spécialistes de l'argent dans la famille, etc., disent qu'on peut commencer à parler d'argent avec les enfants à partir de 6 ans, 6-7 ans. En fait, quand ils entrent au CP, qu'ils commencent à compter, tout simplement, en fait, à rentrer dans le calcul. Et puis, la lecture est aussi importante quand même à cet égard. Et donc, à partir de 6-7 ans, on peut commencer à parler d'argent avec ses enfants. La décision de donner ou pas de l'argent de poche, nous, on voit quand même dans notre étude que 50% des parents disent ne pas donner d'argent de poche. Hein. On est vraiment 50% en donnent, 50% n'en donnent pas. Est-ce qu'ils vous le donnent, justement, les raisons ? Oui, tout à fait. Ils estiment que leurs enfants n'en ont pas besoin parce qu'ils estiment qu'ils subviennent à tous les besoins de leurs enfants. Donc là, se pose la question, effectivement, de l'éducation financière que vous évoquiez au début et de finalement, est-ce qu'on maintient un enfant dans la dépendance ou est-ce qu'on l'aide à prendre en main un petit peu ce sujet-là en lui donnant un petit billet, quelque chose, enfin voilà, pour lui apprendre déjà un petit peu à gérer ses dépenses. Ce que vous me disiez aussi en préparant cette interview, Alexandra, c'est que votre fille, déjà à l'âge de 4 ans, vous lui donniez aussi de l'argent symbolique quelque part pour la préparer. Ben oui, bien sûr, puisque c'était la petite dernière, donc elle voyait les grands qui avaient déjà de l'argent. Puis moi, j'aime bien aussi l'idée qu'ils soient autonomes et ils ont un budget et puis ils ont chacun leurs priorités. Je trouve que c'est très important tout petit, en fait. Ben, c'est vrai que l'intérêt de permettre aux enfants d'utiliser de l'argent, enfin de voir déjà à quoi ça ressemble, hein, parce qu'aujourd'hui l'argent est beaucoup dématérialisé dans notre société, donc c'est intéressant quand même aussi au début de leur montrer les billets, les pièces, etc. C'est qu'ils réalisent la valeur des choses, en fait. On parlera peut-être tout à l'heure des dépenses que les ados font avec leur argent de poche, voilà, mais ça leur permet de se rendre compte de la valeur des choses et c'est quelque chose d'important. Parce que la tirelire, effectivement, disparaît. On va en parler justement des dépenses parce que vous remarquez aussi des différences entre les habitudes de dépenses chez les filles et chez les garçons aussi, qui sont révélées par votre enquête. Lesquelles ? Alors là aussi, on retrouve des stéréotypes assez forts et c'est très surprenant, effectivement. On voit que le premier poste de dépenses chez les garçons, c'est les jeux vidéo, la musique, donc pour leur plaisir, hein, on va dire. Chez les filles, on va être à peu près à égalité sur les vêtements et la nourriture et les boissons, qu'on retrouve aussi très vite chez les garçons. Mais ce qui est intéressant, c'est que le deuxième poste de dépense chez les filles, à égalité, ça va être le maquillage, donc là on se fait plaisir, et les cadeaux pour les proches. Dans 43% des filles disent utiliser leur argent de poche pour faire des cadeaux pour les proches. Imaginez le chiffre chez les garçons, bah, il est 2 fois plus faible. Voilà. Donc là, on s'aperçoit que les filles intègrent très tôt le fait qu'elles sont là pour faire plaisir aux autres, qu'elles sont quelque part dans le soin des autres, le care, comme on dit aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que ça nous a beaucoup frappé parce qu'on se rend compte que l'argent de poche, ça peut être un moyen d'éducation, mais parfois, c'est aussi un outil par lequel passent des reproductions sociales, comme ce qu'on attend d'une fille ou ce qu'on attend d'un garçon. Et bien justement, on va continuer à en parler dans un instant, mais d'abord, on va faire un tour du côté de la planète tech. Images, vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil d'Edouard Deniau. 5:56 p.m. Flower. Tree. Tree. Flower. Flower. Chair. Flower. Chair. Coffee table. Coffee table table.
هذا التلفزيونات كل مقعد قدام التلفزيون ويتابع التلفزيون. هذه المدرجات. Et on est de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de notre invitée Valérie Lyon, la rédactrice en chef de Vive Média. Mais juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique d'Alexandra De Villers, qui a une idée derrière la tech. Alexandra, merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Alors avec vous, on va parler des écoles de commerce. Tout à fait. Il existe 200 écoles de commerce en France et 200 000 étudiants y suivent un enseignement. Vous voyez, c'est extrêmement vaste. C'est justement pas toujours facile de s'y retrouver, c'est ça? Alors expliquez-nous, c'est quoi exactement une école de commerce? Alors, il y a deux types d'écoles de commerce. Les écoles de commerce post-prépa, qu'on connaît tous, HEC, les SEC, les DEC, on y rentre après 2 ans de classe préparatoire. Et puis, il y a les écoles de commerce post-bac, dans lesquelles on rentre tout de suite après le bac. Donc, on peut y suivre un parcours en 5 ans. Par exemple, c'est l'IESEC, c'est l'école de management de Normandie, c'est l'ESCA d'Angers. On peut aussi décider d'entrer dans un parcours en 4 ans, qu'on appelle les BBA. En général, ce sont des grandes écoles qui ont créé leur post-bac. Donc on va retrouver le BBA de l'ESSEC, le BBA de l'EDEC, par exemple, le BBA de Neoma. Et puis des bachelors. Les bachelors, c'est 3 ans. C'est plus professionnalisant, c'est souvent plus spécialisé. On va avoir, par exemple, le bachelor de l'ESCP. Alors justement, il y a beaucoup de choix. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Un programme en 5 ans, 4 ans, 3 ans? Il n'y a pas de réponse toute faite. Ça dépend vraiment du jeune, de son profil et de ce qu'il souhaite. Certains sont très rassurés d'entrer tout de suite dans un parcours en 5 ans parce que la route est tracée, ils vont aller jusqu'au Master 2. D'autres préfèrent un parcours en 3 ans ou en 4 ans en se disant « ensuite, je pourrais faire autre chose ». Et ils ont raison. On peut faire une école hôtelière derrière, un master en école hôtelière, un master en école de communication. On peut rejoindre Dauphine ou plein d'autres choses. C'est intéressant de se dire, je fais d'abord un parcours qui peut être comme un tremplin. On peut même rejoindre une grande école post-prépa après une post-bac. Alors justement, comment on les intègre, ces écoles de commerce post-bac? Alors déjà, elles sont toutes sur Parcoursup et ça, c'est vraiment gage de sérieux, c'est très important. Il y a 2 cas de figure. Soit vous essayez d'intégrer une école qui recrute sur concours. Donc il y a 2 grands concours maintenant, le concours Access et le concours Sésame. Et là, vous allez passer des épreuves écrites pendant l'année de terminale, au mois d'avril, des épreuves qui sont en distanciel avec des logiciels extrêmement performants. Il y a d'autres écoles qui vont plutôt regarder le dossier scolaire et les lettres de motivation. En tout cas, peu importe, à la fin, il y a toujours des entretiens de motivation, des entretiens collectifs, des entretiens de langue. Et c'est par Parcoursup, tout début juin, qu'on a les résultats. Ça se passe là-dessus. Exactement. Alors, quels sont justement les débouchés des écoles de commerce post-bac et qu'est-ce qu'elles proposent surtout comme type d'enseignement? Alors, les débouchés sont très vastes, comme toutes les écoles de commerce, on va dire de manière équivalente à une école de commerce post-prépa. On peut faire de la finance, on peut faire des ressources humaines, du marketing, de la communication. On peut même faire aussi une carrière dans l'informatique en sortant d'une école de commerce. Les enseignements sont un peu différents de l'université ou de la classe préparatoire parce qu'ils sont plus concrets. Et c'est souvent ça qu'ils viennent chercher, en fait, les lycéens. C'est-à-dire qu'il va y avoir, bien sûr, des cours en amphi, des travaux dirigés, mais beaucoup de travaux de groupe,
Ça, c'est important pour eux. Et puis, beaucoup de professionnels du monde de l'entreprise qui viennent faire cours aux étudiants. Oui, c'est plus concret, ça leur parle. Bien sûr. Il y a aussi beaucoup de cours en anglais. Il faut savoir que certaines écoles proposent un track anglophone, donc 100% des cours en anglais. Beaucoup de stages, c'est très professionnalisant. Tous les ans, on fait des stages. Et puis, bien sûr, on peut partir à l'étranger 1 an, 2 ans. Alors justement, quelles sont les meilleures écoles de commerce? Qu'est-ce que vous nous conseillez, Alexandra? Alors, pareil, c'est difficile de répondre. Il n'y a pas une école qui serait extraordinaire par rapport aux autres, bien sûr. Ça dépend en fait de ce que vient chercher le jeune. Est-ce qu'il veut un parcours en 5 ans, un parcours en 3 ans, un parcours en 4 ans? Est-ce qu'il a envie d'une spécialité particulière? Si on veut faire de la finance, l'IESEC, c'est très très bien. Si on veut faire des ressources humaines, l'école de management de Normandie, c'est très très bien. Et puis, certaines écoles sont plus internationales que d'autres. Mais il y a quand même un petit top 4 qu'on peut dévoiler. La plus demandée, c'est le BBA de l'ESSEC. Le recrute entre 7 et 11% des lycéens. Donc, vous voyez, c'est très, très sélectif. Ensuite, l'IESSEC du concours Access. Et puis, le BBA de l'EDEC, le bachelor de l'ESCP. Bon, j'ai une dernière question. La question qui tue, la question de la fin, Alexandra. Les écoles de commerce post-bac, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? C'est une bonne idée. C'est une bonne idée à plusieurs conditions. La première, c'est si on n'a pas envie ou si on n'a pas le mental pour faire une classe préparatoire, qu'on a envie de concilier sa vie personnelle et sa vie scolaire. Une autre condition, c'est d'avoir un profil très international et puis d'avoir un projet bien défini. Il ne faut pas faire une école de commerce post-bac en se disant « je ne sais pas trop ce que j'ai envie de faire, alors j'y vais parce que c'est généraliste ». Et surtout, le plus important, c'est qu'il faut que cette école soit reconnue par l'État, le diplôme visé ou alors certifié RNCP. Ça, c'est le plus important. Merci beaucoup, Alexandra. Voilà, vous savez toute l'éducation et des écoles de commerce post-bac grâce à elle. Merci beaucoup. Et puis, nous, on va continuer à parler de l'éducation financière de nos enfants aussi et de leurs habitudes dans la seconde partie du talk. Commencer le plus tôt possible l'éducation financière d'un enfant, évidemment, ça augmente l'efficacité des enseignements qu'il pourra en retirer. Mais comment on s'y prend? Comment en parler? Quel sujet aborder aussi avec eux? Et combien d'argent de poche leur donner? On continue d'en parler avec vous. Valérie Yon, vous êtes la rédactrice en chef de Vive Média. Alors j'avais une autre question pour vous. Comment justement, pour les parents qui nous regardent, qui sont spectateurs de cette émission, on peut quelque part transmettre à la maison ces valeurs d'éducation financière, la notion de la valeur des choses? Est-ce que c'est emmener nos enfants faire les courses ensemble? Est-ce que c'est apprendre à gérer un budget mensuel avec ou sans ces applications dont vous parlez maintenant numériques? Est-ce que vous avez 2-3 conseils à nous donner? Alors déjà, on peut dire que les parents font des choses un peu inconsciemment parce que notre sondage, réalisé par Vive et Julie avec l'Institut CSA, montre que 55% des ados qui reçoivent de l'argent de poche mettent l'argent de côté. Soit en vue d'une dépense importante à venir, soit pour épargner. Et donc là, on voit qu'il se transmet quelque chose dans les familles françaises. On sait que les Français aiment épargner, que l'épargne fait partie de leur comportement financier, ça se transmet dans les familles, finalement, le fait d'épargner, parce que 55% quand même des adolescents qui mettent l'argent de côté, on aurait pu s'attendre à un chiffre plus faible quand même. On est quand même dans une société de consommation avec une pression énorme par les marques, la publicité, etc., que les adolescents dépensent tout de suite. Mais en fait, non. Donc déjà, inconsciemment, on leur transmet cette importance, cette nécessité de l'épargne. Après, c'est bien de leur transmettre un peu plus d'éléments. Et nous, on a constaté dans notre étude que les parents considèrent que c'est à eux, effectivement, de faire l'éducation financière de leurs enfants. Ils sont seulement 12% à considérer que l'école doit s'en charger. Ce qui est quand même, nous pose question, et j'imagine Alexandra, en tant qu'ancienne professeure, ça doit lui poser question aussi. Non, voilà, parce que le rôle de l'école... Évidemment, et les SES sont obligatoires en seconde, et c'est vraiment des sujets qu'on aborde pendant la classe de seconde, et ils aiment beaucoup. Donc, non, ça revient aussi à l'école. Et les parents disent, non, c'est à nous de le faire, mais quand on creuse un peu, je vous parlais de notre autre baromètre avec l'IFOP, on voit que la moitié des Français disent que l'argent est un sujet dont on ne parlait pas dans leur foyer. Donc, en fait, il y a une espèce de distorsion, en fait. On dit, oui, on va le faire en famille, et puis finalement, on ne le fait pas vraiment. Mais pourquoi? Parce que les Français eux-mêmes ne sont pas très à l'aise avec ce sujet. Eux-mêmes n'ont pas reçu cette éducation financière, cette éducation
l'éducation à l'argent. C'est-à-dire, il y a certes gérer un budget, mais par exemple, la règle des 50-30-20 sur un salaire, c'est-à-dire 50 pour les dépenses, la vie du quotidien, 30 pour les envies et 20 pour l'épargne, cette règle-là, mais pas beaucoup de Français la connaissent en fait et se l'appliquent. Et donc comment la partager aux enfants? Mais ça c'est quelque chose qu'on peut dire aux enfants. Sur ton argent de poche, tu as de l'argent pour une dépense quotidienne, c'est peut-être ton goûter à la sortie de l'école. Et puis tu as de l'argent pour des envies. Tu as envie de quelque chose qui est un peu cher. Tes parents trouvent que ils vont pas te l'acheter parce que c'est superflu puis c'est un peu cher. Tu mets l'argent de côté. Et puis il y a de l'argent que tu peux garder vraiment sur un livret parce que peut-être, comme le disait ma fille, me le disait ma fille, quand j'aurai 18 ans, maman, je partirai avec une voiture et une tente en vacances avec des amis et je vais avoir de l'argent de côté pour ça. Voilà. Elle a bien raison. Elle a bien raison. Et c'est pour ça qu'à l'économie, c'est vrai, vous le disiez, l'éducation nationale, c'est un manquement de son côté parce qu'on n'a absolument pas d'éducation financière. Vous parliez des cours de sciences, économie et sociales, SES. Aujourd'hui, vous pensez, si vous aviez une réforme à mener auprès du ministère, ce serait ça? C'est le résultat de l'enquête que vous je pense effectivement, les sciences économiques et sociales qui sont très intéressantes, pour moi, elles arrivent en seconde. C'est-à-dire que le sujet arrive tard, finalement, en seconde. C'est vrai. Et en fait, on se dit qu'au collège, mais alors, c'est dans les textes, c'est-à-dire que théoriquement, au collège, on doit déjà commencer à faire... C'est une nouveauté là, qui est sortie juste avant l'été. On doit commencer à faire de l'éducation économique et financière. Sauf que c'est toujours la même histoire. On demande beaucoup à l'école. Oui. Et après, on a un nombre d'heures, puis on a un nombre de professeurs aussi. Donc, comment est-ce qu'on fait rentrer les ronds dans les carrés? C'est un peu l'histoire. Mais c'est vrai que parfois, moi, je me dis que plutôt que de faire des mathématiques de façon très abstraite, pourquoi, effectivement, dès le collège, on n'explique pas aux enfants ce que c'est que l'épargne et les intérêts de l'épargne, ce que c'est qu'un taux d'inflation, par exemple, ce que c'est qu'un taux de crédit. C'est des choses, c'est des notions toutes bêtes, mais qu'on pourrait aborder, disons, dès la 4e, 3e avec les collégiens. C'est ce que vous faites aujourd'hui, Alexandra, en tant que professeure d'économie, vous, en classe de seconde, mais c'est ce que vous faites auprès des enfants. Bien sûr, c'est tout à fait des sujets qu'on aborde, mais c'est vrai, moi je milite depuis toujours pour que les SES arrivent plus tôt dans la scolarité. C'est très intéressant pour eux, c'est les former en tant que citoyens en plus. Tout à fait. Il y a effectivement le rôle de l'école, le rôle des parents, et puis il y a les petits boulots aussi, ce qui permet aux enfants aux adolescents aussi, d'avoir d'une certaine façon la valeur de l'argent. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez aussi dans votre enquête? Alors c'est une question qu'on n'a pas posée en fait sur la question des petits boulots. Ce qu'on sait, ce qui est intéressant, c'est de voir, aujourd'hui les enfants en théorie peuvent commencer à partir de 16 ans officiellement à travailler. On sait que c'est très difficile quand même. En France, ça va peut-être changer avec les Jeux Olympiques et la pénurie de main-d'œuvre, mais on voit bien qu'aujourd'hui, un jeune de 16 ans qui veut faire un job d'été, c'est quand même très difficile de trouver parce qu'effectivement, ils ont un nombre d'heures limité, il faut l'autorisation des parents. Il y a un certain nombre de contraintes qui sont normales, quand même, pour encadrer le travail des jeunes. Mais donc, c'est pas évident. Donc, on se retrouve souvent, les petits boulots, c'est le babysitting, c'est éventuellement l'animation de colonies de vacances, le BAFA, etc. Alors, c'est vrai que dans tous les cas, gagner l'argent soi-même permet de se rendre compte d'abord que l'argent ne tombe pas du ciel, qu'il n'est pas si facile à gagner, mais par contre qu'il se dépense très vite. Oui. Et ça, c'est une expérience. Non, mais c'est une expérience de la vie qu'il faut faire probablement. Si les jeunes peuvent la faire à partir de 16 ans, c'est pas mal quand même. C'est tout le sujet, effectivement, parce qu'on le voit aussi dans votre enquête, l'argent de poche peut aussi être une source de pression ou de conflit au sein des familles. Oui, alors ça, on voit que 67% des parents sont prêts à supprimer l'argent de poche en cas de mauvais comportement, mauvais résultats scolaires. Ça veut dire qu'ils l'utilisent comme une sanction. Et c'est vrai que là, nous, on s'est interrogé et on a interrogé des spécialistes sur le sujet et qui nous disent, effectivement, ça peut poser un problème parce que quelque part, on corrèle la valeur de l'enfant à la valeur de l'argent. Or, on parlait du salaire tout au début. Le salaire que vous gagnez, il n'est pas toujours lié à votre valeur intrinsèque. Il est lié à une valeur de marché, il est lié à un diplôme que vous avez, il est lié à votre capacité ou pas à négocier
un salaire. On en parlera peut-être. Et ça prend à négocier un salaire. Donc c'est vrai que le fait d'utiliser l'argent de poche comme un outil de sanction, ça peut poser question, effectivement. Mais en revanche, un sujet est vraiment la question de se préparer à négocier, en fait. On a vu dans notre enquête que l'argent de poche, en général, il est mis en place à l'initiative des parents. Très peu d'enfants le réclament, en fait. Mais nous, la question qu'on s'est posée aussi, c'est est-ce que, par exemple, s'il est réclamé, est-ce que les filles sont capables de réclamer autant que les garçons? Voilà. Est-ce que c'est pas ça la question, en fait? Oui. Vous allez revenir nous en parler justement parce que ça pourrait faire l'objet d'une autre émission. En tout cas, merci à toutes les deux. Parce que vous l'avez vu, gérer son argent de poche dès le plus jeune âge, évidemment, ça s'apprend. C'est justement au cœur de l'enquête que nous vous avons présentée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un budget? Comment s'y tenir? Comment faire des économies et mettre un peu d'argent de côté aussi chez les jeunes pour ensuite se faire plaisir? C'est tout le rôle de l'éducation financière. Et c'est important, vous l'avez vu, à la fois pour les enfants et puis pour leurs parents. Merci en tout cas Valérie Lyon, rédactrice en chef de Vive Média, d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir présenté les résultats de cette étude. Merci aussi à Alexandra De Villers d'avoir été notre chroniqueuse du jour. Merci à vous de nous avoir suivis et puis nous on se retrouve dès demain dans l'école du futur. Bye.